En direct avec nous, Madame Carole Fontany, ministre de la Santé. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement à Lyon, où vous interveniez à la conférence internationale sur l'épidémie de grippe aviaire. Vous avez appris, comme nous, tout à l'heure, le terrible carambolage qui a eu lieu sur l'autoroute A48 et les difficultés que rencontrent actuellement le SAMU et les pompiers pour porter secours aux victimes. J'aimerais vous demander d'abord quelles sont les informations dont vous disposez et votre réaction. Eh bien, les informations qui viennent de me parvenir sont très inquiétantes. Malheureusement, les renforts demandés semblent avoir du mal à rejoindre les premiers secours. Les autoroutes et les routes, comme vous le savez, sont très encombrées, voire saturées. Et la neige qui continue à tomber abondamment rend la circulation évidemment très difficile. Certains accès sont même devenus impossibles. Si bien que les équipes qui sont sur place doivent gérer seules la situation. Comme vous le savez, nous vivons en ce moment une situation d'alerte sur l'ensemble du territoire. En ce moment même, des milliers d'automobilistes sont immobilisés sur les routes, certains même depuis plusieurs heures, alors que la neige continue à tomber de manière exceptionnelle. Par ailleurs, un grand nombre de nos concitoyens sont en ce moment en danger, car nous traversons une période de froid extrême, comme nous n'en avons pas connu auparavant ces dernières années. Plus de 50 départements, en ce moment même, sont déjà au niveau 3 du plan d'urgence hivernale. Ce qui fait que les préfets mettent en œuvre des plans d'urgence et de sécurité civile. Donc les mairies doivent se tenir prêtes à proposer des lieux d'accueil supplémentaires pour pouvoir mettre à l'abri un grand nombre de personnes en difficulté. Bien sûr, les services d'urgence ainsi que la Croix-Rouge doivent être mobilisés. Les heures qui viennent, pour nous tous, je crois, risquent d'être très difficiles. Le petit gymnase de Biol, dans l'Isère. C'est ici que le docteur Catherine Dormance vient d'arriver avec les premiers blessés de l'accident de l'autoroute A48. C'est une solution d'urgence car l'évacuation vers les hospices civils de Lyon ou le CHU de Grenoble est impossible. Les intempéries rendent la plupart des routes impraticables et les embouteillages gigantesques paralysent une grande partie du réseau routier. Alors, les équipes du SAMU et les pompiers vont transformer cet endroit en un hôpital de fortune, un PMA, un poste médical avancé. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis le médecin du SAMU. Oui, d'accord, je suis le coordinateur des pompiers. Vous voulez... on peut regarder rapidement les lieux. Voilà, on fait le tour. Ouais. Déjà, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de lumière? Oui, je vais demander. Donc, vous mettez tout ce que plus vous de... avez comme espace? Voilà. Bon, alors. Alors là, il n'y a rien. Derrière ça, il y a quoi? Si possible d'ouvrir, il nous faut plus d'espace en fait. On va demander. Docteur, docteur, s'il vous plaît, monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire, je suis le médecin du SAMU. Donc en fait, il nous faudrait un maximum de médecins de la région, si c'est possible, du renfort. Tout est bloqué, les routes sont bloquées, donc le personnel qui est ici sera le personnel pour toute la nuit. Il nous faut des boissons chaudes pour tous les blessés légers qui vont arriver et qu'on va mettre de ce côté-là. Donc si on peut avoir la clé pour ouvrir cette porte et pouvoir accueillir les blessés légers de ce côté. Donc il n'y a pas de problème, j'ai bien pris en note ce que vous voulez. Je vais réquisitionner tous les médecins de la région. Il y a tout un quart qui arrive là encore. Hein. D'accord, je fais le nécessaire, je vais vite passer un coup de fil et vous avez ça, disons, bon, dans la demi-heure, les 3 quarts d'heure qui suivent. Je vous remercie Monsieur le maire. Merci. La noria des véhicules de secours des pompiers et des 4x4 du SAMU va conduire ici une centaine de personnes. La plupart des blessés graves sont des jeunes filles britanniques qui se rendaient au ski à l'Alpe d'Huez et des automobilistes impliqués dans le carambolage. Plusieurs victimes sont dans un état critique. Toutes sont choquées et souffrent d'hypothermie. Elles vivent depuis bientôt 3 heures un effroyable cauchemar qui ne semble pas vouloir finir. J'avais l'impression d'être toute seule. J'avais mal.
On avait tous tellement mal. Il n'y avait presque pas de choses pour atténuer un peu. Et on ne pouvait pas se parler entre nous. Je voyais à côté de moi 2 filles que j'avais bien connues, qui étaient là, sans parler, tout ensanglantées. Doucement. Hein? Criez pas, calmez-vous. Calmez-vous. Je pensais qu'ils allaient nous emmener à l'hôpital. Je ne savais pas vraiment où on était en France à ce moment-là. Très calme. Don't sleep. Ok, je veux qu'on la mette là. Ouais, d'accord. Certaines filles étaient vraiment en état de choc et blessées. Je me souviens quand j'étais allongée sur le brancard de m'être demandé s'ils avaient assez d'équipement pour nous sortir de ce cauchemar. On a un arrêt. Allez. Ok, on se dépêche. Non, oui. On dépêche. Une galère. Allez hop. Une galère, j'ai pas vu l'oxygène. Il y avait ce médecin français qui avait l'air très compétent. D'une certaine manière, j'étais confiante sur la façon dont ils allaient prendre soin de nous, même si on était dans un hôpital de fortune. Allez hop. C'est en arrêt. Cette jeune patiente est en arrêt cardiaque. Dans une situation de grande catastrophe, c'est souvent devant des cas comme celui-ci que la compétence et le dévouement des médecins doivent rapidement s'incliner. 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je touche plus de l'adresse. J'ai 5 qui prennent. 5. Oui. 4, 5. J'ai rien. Un arrêt cardiaque, c'est un mort dans une catastrophe. Non, on ne peut pas passer des heures à chercher à le ranimer. Il faut s'occuper des vivants. Ranimer un arrêt cardiaque, ça peut prendre une demi-heure et c'est pas possible parce qu'en une demi-heure, il y a beaucoup de vivants qui peuvent aussi sombrer de l'autre côté. Donc voilà, on ne sauve pas, on n'essaye pas de ranimer un arrêt cardiaque. Et ça, c'est difficile. On a perdu quelqu'un comme ça. Ok, on laisse tomber. Elle est exsangue. On laisse tomber. Ok, mais tu laisses tomber. Ok, elle est exsangue. On laisse tomber. On s'occupe des vivants. Vous la mettez là, s'il vous plaît. On va faire un espace là pour les décédés. Donc on va mettre des matelas pour que ça soit isolé. On laisse tomber. Ok. Il y a plein de gens. On va s'en occuper, donc on laisse tomber. Un arrêt, c'est un mort. Bordel, mais ça va pas, vous vous calmez maintenant. Mais ça va Attends, mais tu pas, non. Non, mais vous êtes... Mais ça va pas, vous êtes complètement malade, hein. Vous sortez. Non, mais j'ai pas fait de... Vous sortez maintenant. Après l'altercation qui a eu lieu dans la boutique de sa station-service, François Chopard finit de réparer les dégâts. Voilà, s'il vous plaît, on fait un effort. Il cherche maintenant à calmer les esprits et à garder le contrôle de la situation. Cela commence notamment par la gestion des clients violents qu'il a renvoyés tout à l'heure et qui se présentent à nouveau pour entrer dans le magasin.
Et les autres personnes, je vous demande de vous installer, de patienter. Ça va aller, madame? Ça va? Ils veulent rentrer, les autres, là. Ah non, c'est pas vrai. Allez, On va les faire rentrer. Qui c'est, les deux personnes S'il vous plaît, vous ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Vous ne vous en mêlez pas. Non, vous ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. D'accord? On va pas les laisser. Qu'est-ce que vous voulez? Mais écoutez, vous comprenez bien que c'est pas possible. Vous avez vu ce que vous avez fait? Non, mais je sais bien, mais je vais pas pousser pour casser la porte. Non, je suis désolé pour l'instant, je vous laisse dehors parce que vous inquiétez pas, vous allez dans votre voiture, je vous apporterai à boire et à manger. Mais c'est pas possible, faut pas vous faire rentrer. Attendez, c'est elle qui a cherché la bagarre. Vous allez dans votre voiture, ça suffit. Et ben voilà, je dois tout recasser en plus. Oh. Les personnes qui se sont bagarrées, vraiment je les ai fait sortir parce qu'elles mettaient vraiment un mauvais climat dans la station-service, surtout qu'on commençait à manquer un peu de nourriture, de boissons. Il fallait vraiment calmer tout le monde, quoi. Et dans ces cas-là, les gens sont quand même assez fragiles, c'est-à-dire que le moindre petit événement, le moindre petit problème, d'un seul coup, tout le monde s'énerve et tout le monde panique. Donc, je pouvais vraiment pas laisser les gens perturbateurs rester dans la station-service. Tout à l'heure, j'ai vérifié, il n'y avait pas de communication, donc je pense qu'on en a pour un petit bout de temps. Donc, je vous conseille vraiment de vous installer tranquillement. Ça va, madame, vous voulez rien à boire? C'est bon? Asseyez-vous, messieurs, dames. Je suis désolé, on n'a pas de fauteuil, mais essayez de vous installer un petit peu. Des couvertures, je vais regarder si j'en ai pas une. Quels sont les événements qui sont venus marquer cette soirée, en dehors de la situation de blocage? Et, tard dans la nuit, je me souviens plus à quelle heure, il y a eu des coupures de courant. S'il vous plaît, ne bougez pas, je vais essayer de voir ce qui se passe, d'accord? Je vais essayer de trouver la... Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Écoutez, ça va peut-être revenir, on attend, c'est tout. Ouais, si ça revient pas, on fait quoi? Ouais, il manquait plus que ça. Vous avez pas des bougies? Je suis désolé. Et des briquets, des trucs comme ça. Il y a plus de chauffage? Des milliers d'automobilistes sont actuellement bloqués sur les routes en raison de la neige et du verglas. La plupart d'entre eux ont passé une partie de la journée à attendre dans leur voiture ou dans des centres d'hébergement. Et il est à craindre qu'ils vivent la même situation cette nuit. Un véritable cauchemar pour beaucoup d'entre eux, comme nous l'indiquent ces messages vidéo qui arrivent régulièrement sur la messagerie de notre rédaction. Regardez. Tout est bloqué, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a personne pour nous aider. Les autorités, les secours, on les a pas vus, quoi. On ne sait pas ce qu'ils font. Moi, j'ai vu passer des voitures de la gendarmerie, des pompiers aussi, il y a eu des pompiers. Personne s'est arrêté. Ça n'a rien changé, rien n'a bougé. Voilà, j'attends. J'attends quoi, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis bloquée dans la voiture, là, voilà, j'attends, j'en peux plus. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. J'aurai bientôt plus de carburant. Et je suis pas le seul, ici, il y a plein de gens qui sont coincés depuis 5 heures ou 10 heures comme des cons. Mais le pire, c'est les gamins, hein. Ils ont pas d'eau, ils gueulent, ils ont froid, ils sortent de la voiture, c'est normal, ils ont envie de bouger un petit peu, quoi, mais... Le pire de tout, c'est de pas avoir d'informations, quoi. J'ai marché jusqu'à une bande d'appel, j'ai vu les gendarmes, tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est « Calmez-vous, monsieur, soyez courageux. » Non, mais je sais pas, moi, j'ai presque plus de batterie, j'ai plus d'essence. Je vous jure, j'en ai marre. Alors la question qu'on est à même de se poser, c'est combien de temps ces personnes vont-elles rester bloquées dans ces conditions? Bien, actuellement, je confirme un grand nombre de véhicules et d'occupants concernés par le blocage. Avons actuellement effectué la mise en place de 2 secteurs, reconnaissance en cours pour l'ensemble des 2 secteurs. Et également, nous allons répertorier le nombre de véhicules et de personnes concernées. Le soir du 23 décembre 2008, même si certains Français ne s'en rendent pas compte, l'assistance aux automobilistes bloqués sur les routes
est déployé sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous faites là? Nous recensons les personnes qui sont dans les véhicules, on est maintenant au chaud. Et on regarde s'il y a besoin de faire des secours urgents dans un premier temps. Nous effectuons un premier tri. Vous mettez une étiquette sur votre VL, vous ne la touchez pas, d'accord? C'est pour vous répertorier. Les pompiers, la gendarmerie, la Croix-Rouge sont notamment mobilisés pour assurer la sécurité des personnes. Tournez le moteur avec le chauffeur et on arrive. Les plans neige-verglas ont été déclenchés par les préfets dans la plupart des départements, mais l'ampleur de la catastrophe, le nombre de voitures immobilisées, la météo déplorable rendent difficile l'action des secours et le bon déroulement des plans d'urgence. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dégage pas? C'est la neige, c'est pour ça. Ouais, la neige. Mais après plus de 8 heures d'attente immobilisés sur les routes, enfin, on a soif et on a faim. Hein. Beaucoup d'automobilistes accueillent les secours en affichant leur exaspération. Faut attendre dans les voitures, ça fait 8 heures. Attendez au chaud. On n'a pas d'informations, on nous dit rien. Il y a des heures qu'on est bloqué ici, on peut vous dire ce qui se passe? C'est la neige, madame. Ça peut durer combien de temps cette histoire? Là, je sais pas, on est en train de voir avec mes responsables. Et moi, je fais comment pour joindre ma famille là? Là, il va falloir patienter un petit moment, d'accord? Patienter, ça fait déjà 8 heures. Ouais, mais il y a d'autres personnes devant vous, il va falloir qu'on voit s'il n'y a pas des personnes qui ont une urgence médicale. Actuellement, on entend bien des gens s'énerver un petit peu, mais en fait, on leur a donné des consignes en restant dans leur véhicule et ainsi, ils seront au moins au chaud. Et pour l'instant, on est en train de regarder la gradation des urgences. Certains se plaignent de la lenteur des secours. C'est toujours le cas dans ces cas-là, puisqu'en fait, on se retrouve avec une quantité importante de victimes. Et la meilleure des solutions, c'est la méthodologie. Et la méthodologie veut que l'on fasse un degré des urgences et que l'on reconnaisse chacun des véhicules avant de savoir quelles sont les personnes à hospitaliser éventuellement. Allez là. Mademoiselle, entendez? Mademoiselle. Je crois qu'elle est diabétique, je suis pas sûre. C'est comment son prénom? Vous parlez? Virginie. Virginie, vous m'entendez? Je sais pas, elle est tombée dans les pommes, je crois qu'elle fait du diabète. Belle copine, ça va vraiment pas, s'il vous plaît. Elle est où? D'accord. Si vous arrivez. Demain. Respirez. Elle a oublié sa ventoline en fait. Elle a oublié la ventoline? Ah, ok. D'accord. Ça fait combien de temps que la crise elle dure? Je sais pas. À peu près. 10 minutes, plus d'un quart d'heure? D'accord. Dans quelles conditions sont ces personnes? Actuellement, elles sont épuisées, pour certaines, elles ont froid, un peu énervées, ça se comprend, elles sont bloquées. Dans un premier temps, on calme, on recense et on traite les personnes les plus urgentes avant de procéder à une évacuation. Comment vous vous organisez là depuis ces dernières heures? Parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui vient et les pompiers nous disent oui, on va arriver, on va venir donner à bouffer, tout ça, il n'y a rien, il ne se passe rien, quoi. Il y a d'autres urgences, ouais, certainement, je pense, mais bon, et nous, quoi. Et en attendant, vous avez eu quelques conseils ou pas de leur part? Rester dans les voitures, c'est tout. Voilà. Bah, on a parlé avec les pompiers, mais qui me paraissent assez débordés parce que on ne connaît pas la longueur de la file, on ne sait pas ce qu'il y a devant ni derrière. Et... Il fait très froid, on va pas rester comme ça encore toute la nuit. Enfin, j'imagine mal rester encore là des heures. Le plus dur, c'est de ne pas savoir par qui on va être dégagé, quand est-ce qu'on pourra gagner nos foyers, et puis voilà, puis il y a la fatigue, et puis il y a l'angoisse. Comment ça se fait qu'on n'a pas pu vous joindre avant hein? Toutes les lignes sont saturées, madame. Tout le monde appelle, tout le monde se renseigne. Et nous aussi, on peut se déplace. On veut bien être gentil, on veut bien être Vous avez vu le nombre de voitures qui sont bloquées, qui nous empêchent de remonter. Je suis d'accord, mais 8 heures dans une voiture sans bouger, sans rien avoir à manger. On va vous apporter à manger et à boire, madame. On va vous apporter tout ça, madame, vous inquiétez pas. Ouais. On a des gens qui sont un peu exacerbés par l'attente, ce qui est fort compréhensible. Maintenant, ne soyons pas plus royalistes que le roi, on fait avec les moyens que nous avons. Et les secours sont eux aussi retardés dans leur déplacement par l'état de la route. Et puis il y a des endroits qui n'ont toujours pas vu arriver les secours. C'est le cas d'une partie des routes secondaires et notamment des routes de montagne, comme ici en Savoie, sur la départementale 902 qui mène à Valloire. Parmi les naufragés de la route qui sont immobilisés depuis des heures, nous retrouvons la famille Barthélémy, bloquée depuis le début de l'après-midi. Je commence à m'ankyloser aussi. C'est le jeune Mathieu qui filme sa sœur et ses parents.
peut mettre encore un peu de musique. Non, faut économiser la batterie. Un truc pour nous relaxer. Tais-toi, Mathieu. Allez, c'est bon. Les parents n'arrêtent pas de crier, on peut même pas écouter de la musique. Super. Sur le film, enfin sur les images que votre fils a tournées, on voit que votre mari était un peu remonté. On a l'impression qu'il il avait du mal à supporter l'attente. Oui, c'est vrai que bon, il peut-être de nature un peu moins patient que moi, et il avait du mal à supporter ce genre de contretemps. Et je pense que il était. Enfin bon, il avait du mal, oui, effectivement, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Bonjour, excusez-moi, j'ai un bébé dans la voiture et il pleure, il faut que je fasse son biberon, donc il me faudrait de l'eau. J'ai tout ce qu'il faut sauf de l'eau. Enfin si, bien sûr, arrête. Camille, passe pas la bouteille. S'il vous plaît, il arrête pas de pleurer, ça fait 8 heures qu'on attend. Tenez, madame. C'est gentil, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Voilà, Ça va? au revoir. Attends, t'es folle ou inconsciente, toi? Tu leur donnes la seule bouteille d'eau qui nous reste. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est bon, j'en ai encore dans mon sac, ça suffit largement, hein. T'es vraiment... Mais arrête, hein. De toute façon, ça va pas durer éternellement, cette histoire non plus. On en a assez vraiment un gros rat, faute. papa, tu sais. Ouais, quand t'auras plus d'eau, tu diras ça aussi. Mais attends, ils ont un bébé quand même. Je sais pas, moi, il y a des priorités dans la vie, non? Maintenant, on se calme et on se tait. De toute façon, à part toi, tout le monde est con. Hein. Bon, Mathieu, ça suffit maintenant, hein? Maintenant, les mots... Attendez. Maintenant, tu vas essayer de dormir et puis point final. J'en ai marre, hein? C'est clair et net, Mathieu. Mathieu et Camille, on est là presque pour toute la nuit, hein, d'après ce qu'ils ont dit, donc vous dormez, et je ne veux plus vous entendre. C'est clair? Mathieu, c'est clair? Pas de sourcils au plafond. C'est clair? Je veux entendre oui. Oui. Bon. Et puis tu arrêtes avec ton espèce de caméra, là. Ça suffit. C'est bon, c'est pas avoir des souvenirs. Tu la coupes. Non. Tu la coupes et tu dors. Écoute ce que dit ta mère, Mathieu. Tu fermes la caméra et tu dors maintenant. Alors, je sors. Et je vais montrer comme ça nous fera un souvenir. Également immobilisée sur la départementale 902, mais à quelques kilomètres de la voiture de la famille Barthélémy, voici les images que nous a confiées Sofia Florentini, une étudiante en histoire de 21 ans. Avec ses amis, elle était en route pour Valloire, et puis la neige est tombée, le grand embouteillage s'est formé. Eux aussi sont donc des naufragés de la route, mais contrairement au témoignage précédent, vous allez voir que c'est encore l'insouciance et la joie de vivre qui dominent, pour l'instant. T'es là, toi? Coucou. Chute. Quoi, chute? Fais péter le champagne? Déjà, ça part mal. Elle ne sait pas ouvrir le coffre. C'est quoi ce qu'on cherche? Champagne? Alors voilà notre coffre avec tous nos bagages. Et une petite surprise! On se les pèle devant, là! Une minute, on fait un petit truc sympa, on va apporter des bouteilles. Ah non, vraiment, non, tu les laisses. C'était une petite surprise. Non, c'est bon, tu les gardes. C'est moi qui suis allé les acheter, j'ai pas envie de retourner. Ça va, Arrête. Yo-yo, t'en penses quoi, toi? Franchement, je bois pas. C'est bon. On était 5 copains. On se connaît depuis longtemps, depuis la première année de fac, et on avait décidé de partir au ski pour les vacances de Noël. On n'était plus qu'à une dizaine de kilomètres de notre arrivée. C'est-à-dire un chalet qu'on avait loué sur Valloire. Et on s'est retrouvés sur cette route et très vite, ça n'avançait plus, quoi. Et voilà, on était là à attendre sur la route, enfin, comme des milliers de gens, à pas savoir quoi faire. Et on attendait qu'il se passe quelque chose, et en même temps, la radio, ils avaient l'air de dire que la situation stagnait. Et... Sophia avait pris son caméscope parce qu'il était prévu qu'on immortalise les vacances, quoi. Oh non! Alors là, attention! Alors là, Charlotte! Attention! Charlotte! Mais arrête! Mais c'est Noël! Mais qu'est-ce que vous êtes bête? C'est pas possible! Je vais t'enterrer dans la neige. Merci, je t'enterre dans la neige. Tu vas voir. Santé! Bon, allez, Chine, tu fais passer quand même. Oh là 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 là. Oh là là. Non, mais ça coule! Non, mais ouais, mais c'est bon, parce que... mais ça y est, il y a la... En plus, je suis sûr que si je me mets à boire, les gars, ils vont appliquer. On a placé pour prendre un plan en film. On savait plus quoi faire, donc au début on a bu un petit peu. Moi j'ai commencé à filmer avec le caméscope. Pourquoi?
Comme ça, je me suis dit, franchement, on s'ennuyait un peu, donc il fallait bien trouver une occupation. Et puis, c'était quand même un peu rigolo, quoi. Pas le truc banal. Ah, vous trouviez la situation drôle? Au début, oui, on l'a pris un peu comme ça. C'était le début des vacances. Il fallait mieux le prendre comme ça ouais. Ça vous inquiétait pas, tout ce que vous entendiez à la radio, le fait d'être bloqué déjà depuis plusieurs heures, le fait de ne pas savoir quand vous pourriez sortir, ça vous inquiétait pas? Pas plus que ça, non, au début. Aujourd'hui, c'est un film que vous regardez encore? Non. Qui c'est qui met du champ? Vous avez déjà dû lire le sort que vont connaître ces malheureux. Aujourd'hui, grâce à ces images, vous allez voir comment tout est arrivé. On a eu un moment là, Patricia, le docteur Patricia Deluz. C'est quoi? Moi, c'est quand ça me fait flipper. Bonsoir, je suis médecin, je fais un petit peu le tour, je vais voir s'il y a des problèmes particuliers. Est-ce que tout va bien? Ça va, il fait un peu froid, c'est un peu long. Juste un petit peu froid, ouais, c'est très long, je sais, c'est pour tout le monde. Tout le monde pareil, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont coincées comme ça. Je m'appelle Patricia Deluz, je suis médecin. Je travaille au service des maladies tropicales et infectieuses de la Salpêtrière à Paris. Et ce 23 décembre, j'étais à Lyon pour une conférence sur l'épidémie de la grippe aviaire. Dans le milieu de l'après-midi, j'ai décidé de prendre la route pour rejoindre mes parents en Savoie, à Valloires. Et c'est comme ça que, comme des milliers de personnes, je me suis retrouvée bloquée par la neige, bloquée dans les embouteillages. Elle a commencé à faire un peu les voitures comme ça pour venir voir un peu ce qui se passait, demander aux gens s'ils se sentaient bien. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle vient nous demander? Ils étaient détendus, ils avaient débouché une bouteille de champagne pour faire passer le temps. Je leur ai d'ailleurs dit que le champagne et le froid, ça faisait pas très bon ménage. Pour nous, il n'y avait tellement pas de situation de danger que on a trouvé ça cool, évidemment, qu'elle se déplace comme ça auprès de toutes les voitures, mais ça ajoutait presque aussi un peu de... il n'y avait tellement pas de danger pour nous, ça ajoutait presque un peu de parano à la situation, quoi, mais... Vous l'avez prise au sérieux? Non. Il y a des secours qui arrivent? Écoutez, les secours pour le moment on ne sait pas encore, je crois que c'est quand même la situation assez bloquée. Moi je suis toute seule, je suis en voiture comme vous et je fais juste un tour pour voir s'il n'y a pas de problème, parce que vous savez, il y a des personnes âgées, des enfants, des gens qui ont vraiment très froid, qui ne sont pas équipés. Mais ça veut dire quoi ça? Vous en avez vu? Il y a des gens qui risquent d'avoir des malaises, même des complications, c'est assez sérieux. Il n'y en a pas eu pour l'instant? Non, pas eu, mais alors ce qui est important c'est que vous restiez dans la voiture, hein. Vous restez bien au chaud dans la voiture. Ouais, mais on va pas passer la nuit là, quoi. Non, mais pour le moment on n'a pas d'autre solution, hein, on reste bloqué. Elle n'a rien fait concrètement, elle nous a même demandé si on avait des vêtements chauds pour d'autres voitures, donc elle-même, elle n'était pas à même d'intervenir. En réalité, c'était peut-être plus pour calmer les gens ou... Vous faites quoi? Vous êtes... On est étudiant. Vous n'êtes pas étudiant en médecine? Ah non, en histoire. C'est dommage. Et toi, tu fais du cinéma, c'est ça? Non plus, c'était juste pour un petit souvenir. J'espère qu'il se terminera bien de nos vacances. J'espère aussi. Voilà, c'est tout. J'espère aussi. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Vous voulez un petit coup de champagne? Un petit quoi? Ah non, le champagne, je suis désolée. Et ça serait bien que vous essayiez de calmer. Non, je vous assure, avec le froid, faites attention. Ouais, mais ça tient chaud. Non, ça tient pas chaud, ça risque de poser aussi des problèmes. Faites attention, c'est pas la meilleure chose, l'alcool. Vous buvez de l'eau, essayez de boire de l'eau et surtout vous restez dans la voiture, d'accord? Ça marche. Merci, allez, à bientôt. Merci à vous. Je repasse de toute façon. D'accord, tout à l'heure. Wow. Elle est pas rassurante. Hein. Putain, mais on est pas reparti, s'il y a des médecins qui tournent comme ça. Elle est super gentille d'être venue, surtout quoi. Mais ça veut dire qu'on est Kevo pendant combien de temps là, s'il y a des médecins qui tournent? Qu'est-ce qu'on fait avec le champ là? On fout Mais non, on va la finir. C'est leur dernier verre entre amis. Bientôt, leur histoire va tourner à la tragédie. On a un décédé déjà, puis j'en ai laissé 16 là-haut, des décédés. Au niveau des UR, on a une dizaine d'UR qui ont l'air à peu près stabilisés, mais j'ai pas eu le temps de faire le point encore. Et puis une trentaine d'impliqués là-bas qui sont en train d'être restaurés. On a trouvé un gymnase. D'accord. Pas de renfort. Ok, très bien. Olivier Péguet a une nouvelle fois la confirmation que les renforts ne peuvent pas venir. Au poste médical avancé, il commence donc la médicalisation des victimes du carambolage de l'A48.
Cette patiente, par exemple, souffre de plusieurs blessures et d'un pneumothorax. À la suite de l'accident, une poche d'air s'est formée entre sa cage thoracique et son poumon. Elle a du mal à respirer, elle étouffe. On a de quoi faire de la sepsie au niveau des mains. Le médecin du SAMU va devoir pratiquer une petite opération pour drainer l'air, alors que tout autour, les victimes de l'accident continuent d'affluer. Le gymnase devient un centre où on pratique la médecine de catastrophe. Vas-y, envoie. On va être obligé de vous poser un petit tuyau là, dans la poitrine parce que vous avez du mal à respirer pour enlever l'air qui est autour du poumon. L'exilocaïne. Tu me donnes un champ. Tiens, remonte. La bétadine. C'est bon, merci. Ça va être un peu froid, hein? On ne fait pas de la médecine de catastrophe tous les jours. Tout est difficile à gérer. On a une difficulté au niveau matériel. On manque de matériel. Il n'y a pas un plateau technique comme dans les hôpitaux. On n'a pas de radiologie. On n'a pas à disposition certains examens. La transfusion pose rapidement un problème. Ça va piquer, hein? Le stress des victimes et des intervenants peut être difficile à gérer. Ça pique. Ça va chauffer un petit peu. Voilà. Bougez pas. La fatigue des intervenants médicaux et paramédicaux peut être difficile à gérer. On a des pinces ou pas? Non? Tout doit être organisé de manière rigoureuse, carrée. Ça va, vous sentez? Non, vous sentez plus là. C'est anesthésié, c'est bon? Donc c'est pour ça qu'au sein des plans rouges, il y a des schémas d'organisation qui sont donnés, qu'on doit appliquer et qui permettent, dans la plupart des circonstances, de s'en sortir sans problème. Vous êtes prête? À 3, ça va faire un petit peu mal et après c'est plus. 1, 2 et 3. C'est bon, ça va? Ok. On lampe. Du fil. Mais il y a quelque chose que les plans rouges n'ont pas prévu, quelque chose que ces spécialistes de l'urgence et des catastrophes n'ont pas encore vécu et qu'ils vont devoir affronter maintenant. Est-ce qu'on a des lampes torches? Des lampes torches? Comme de nombreuses régions en France, la région Rhône-Alpes est victime de pannes d'électricité. Les chutes de neige font céder les lignes à haute tension. Les pompiers, vous avez des lampes torches? Aux UR, s'il vous plaît, rapidement. Où sont les autres torches? Il me faut 2 torches aux UR. Quand la lumière s'est éteinte, ça a été l'un des pires moments. Parce que j'avais l'impression d'être à nouveau dans le bus lorsque les filles pleuraient et criaient. C'était comme si ça recommençait. Tout le monde devenait fou. Tout le monde. Les gens hurlaient. Les médecins hurlaient aussi. Ils appelaient le maire, ils ne savaient même pas quand la lumière allait se rétablir. C'est vraiment dingue. Plus de torches ici. Aux UR, on est bon encore. Aux UR, c'est bon aussi. C'était tellement chaotique et je voulais être aidée. Personne m'aidait et en plus, il n'y avait plus de lumière et personne n'a pu appeler mes parents. Je pouvais parler à personne. C'était horrible. Et puis personne nous a dit ce qui allait se passer. On ne savait rien. On avait juste mal et on ne disait rien. Il est où le maire? Je sais pas. Le maire il disparaît, il est là, on l'attend un quart d'heure, il n'ouvre pas la porte, il n'a pas de clé. Où est le maire? On a une communication avec l'EDF, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Je fais le nécessaire. Je m'en occupe. Je vais voir ça. Voilà, d'accord, on va vous apporter de l'eau. De bouteilles d'eau pour les gens qui sont ici. Olivier, il n'y a plus de réseau là. C'est qui m'appelle? Là, je suis là. Il n'y a plus de communication avec personne. Ton portable passe pas? Mon portable passe pas. On n'a pas de ligne fixe dans le gymnase. Ou à côté. Faut voir par là-bas. On va aller voir. Faut que quelqu'un aille voir si on a une ligne téléphonique fixe. Très bien.
Demain, j'ai des téléphones satellitaires qui vont arriver. Demain? J'ai plus rien qui monte. Je peux pas aller mieux que la musique. Hein. Je m'excuse. Oui, dans le gymnase. Non, j'ai rien. Écoutez. Il y a une cabine téléphonique qui est pas très loin du gymnase. On va aller voir. Il faut dépêcher quelqu'un pour aller dans une ligne qui est téléphonique. C'est quelqu'un qui est parti voir. Ok, on va pas attendre demain pour avoir de l'électricité. Bah oui, excusez-moi, mais attendez, moi je peux pas faire plus que j'ai. qu'il n'y a pas une cabine téléphonique dans ce village. Moi je m'excuse, je fais pas mieux. Hein. Même en sortant de ma poche, j'ai envoyé le chef de centre d'ici, il est parti voir. Oui, je crois que je me suis un petit peu énervée, j'ai un peu perdu mon sang-froid. Il y avait la fatigue, il y avait déjà plusieurs heures dans les pattes et il y avait surtout un petit peu un relâchement puisqu'on avait stabilisé tout le monde et que on était rassurés, on n'avait pas de nouvelles, encore des renforts, mais on maîtrisait la situation. Et ça a été un coup dur. Donc moi j'ai eu peur à ce moment-là. Comment? On peut pas avoir plus de torches. Il faut tous les moyens là. Il faut des bougies, n'importe quoi, des phares qu'on met là. 80% des moyens d'éclairage sont déjà sur le terrain là-haut. Le reste est bloqué avec la tempête. Je regrette, vous avez monté ce que vous pouviez. J'ai mis en place ce que je peux. Hein. J'irai pas plus vite que la musique. D'accord? C'est bon, pour l'instant on a la situation en main. Voilà. Pour les lampes c'est bon. Non mais pour le téléphone, ok. Le téléphone c'est bon, on n'a rien trouvé. Il n'y a rien ici, rien à côté. Quelqu'un qui aille dans une ligne, un village, c'est quand même. Tout a sauté. Super. Comme ça c'est complet. En région parisienne, au centre de situation de crise majeure à Asnières, les informations sur les ruptures du réseau de distribution électrique deviennent inquiétantes. Au plus fort de la vague de froid et des intempéries, plusieurs centaines de milliers de foyers sont privés de courant. Concrètement, la situation, nous avons dans le nord de la France 200 000 foyers qui sont privés d'électricité entre la Normandie et le Pas-de-Calais. Nous en avons 45 000 en Alsace, nous en avons 30 000 dans la Marne, nous en avons 45 000 dans les Ardennes. La liste a l'air très longue. La liste est très longue, effectivement. Alors vous n'avez pas d'équipement qui permet d'affronter ce genre d'intempéries nous avons des équipements qui sont prévus pour parer à des intempéries très graves. Nous avons également des câbles chauffants qui permettent de faire fondre la neige, mais il s'agit d'un hiver qui est exceptionnel et qui met forcément à mal notre réseau. Oui. La neige qui tombe ce soir-là est une neige collante, celle qu'on appelle aussi le pire cauchemar d'EDF. Les flocons de cette neige, en passant dans une masse d'air à 0 degré, commencent à fondre et à se charger d'eau. Mais s'ils se refroidissent à nouveau juste après, eh bien, ils s'agglomèrent, forment de petits blocs 7 fois plus lourds que de la neige poudreuse. Lorsque la neige collante se dépose par exemple sur une ligne à haute tension, elle s'accumule, forme des manchons qui pèsent parfois près d'1 tonne entre 2 pylônes, jusqu'à faire céder le câble. Cette destruction de ligne peut avoir de terribles répercussions pour l'ensemble du réseau. Cette ligne, si c'était une très grosse ligne à 400 000 volts qui portait beaucoup d'énergie, lorsque elle va se rompre ou céder, l'énergie qu'elle portait va se reporter sur d'autres lignes. Si ces lignes viennent à être surchargées elles-mêmes, il va y avoir des protections qui vont les faire disjoncter. Et on voit qu'ainsi, on peut amorcer de proche en proche un effet de cascade ou de domino qui conduit à ces blackouts, analogues au fond à ceux qu'on a connus en 2003 aux États-Unis ou en Italie. Donc le blackout, c'est une rupture sur tout le réseau au niveau national? Ça va se faire très très rapidement, en quelques secondes, et on va perdre la maîtrise et on va se retrouver avec l'ensemble d'une zone ou même d'un pays qui est sans énergie électrique. Alors imaginons tout de même la menace d'un blackout. Est-ce qu'il y a des zones, on va dire, à l'abri ou des zones protégées? Alors bien entendu, je me viens en premier à l'esprit la région parisienne, puisque c'est le centre de décision, c'est là où sont les lieux de pouvoir et de décision importants. Donc non pas seulement particulièrement en ce moment, mais par construction, le réseau de transport est très fortement renforcé tout autour de Paris, de façon à pouvoir sécuriser cette alimentation. Et la France a déjà connu un blackout? La France a connu un blackout en 78 en particulier, le 19 décembre 78, avec une situation très différente de celle que nous avons aujourd'hui, mais qui avait entraîné donc cet effet de perte de l'alimentation électrique pratiquement pendant toute la journée.
Sur la départementale 902, dans la voiture des 5 étudiants, la longue attente commence à devenir insupportable. On doit être à 10 bornes de Valoir, c'est faisable à pied, on se casse, on trouve un chemin, on y va. Jeunesse, franchement, 10 km à pied, t'arrives même pas à les faire s'il fait beau, alors là, laisse tomber quoi, tu vois. Putain, mais on se prend en main, on se casse quoi, on va trouver un chemin, on va bien trouver un chemin, on prend du monde avec nous, et voilà. Je pense qu'il a raison. En même temps, c'est clair qu'elle a raison, on va juste en chier, on va vraiment en chier, c'est clair, je te le dis pas, tu vois, mais au pire, ça va être quoi, ça va être 10 km, puis après, un bon petit bain chaud, et puis une petite tasse, voilà. Et puis on se couchera au chaud. Ça fait quoi, ça en a pour 1h15? Ouais, c'est le coup d'en chier 1h, 1h30, c'est bon. C'est vrai? Si jamais c'est trop dur, on revient à la caisse. Voilà, au moins on se réchauffe quoi. Attends, mais vous êtes malade, franchement, c'est un truc foireux. On s'est dit finalement, c'est presque moins dangereux de partir et de marcher. Parce que finalement, sur la carte, ça paraissait pas très loin à Valoir, notre station de ski où on allait. Et on s'est dit, on est tellement proche, vaut mieux encore marcher. On aura même plus chaud que de rester dans la voiture, plutôt que de rester dans la voiture et puis de passer peut-être encore toute la nuit. Et puis peut-être, on savait même pas quand est-ce que ça allait se débloquer. Et c'est là que devant l'attente, Jonas a voulu qu'on finisse les 10 km à pied. Moi je passe pas la nuit ici, je vous dis direct quoi, même s'il faut y aller. Si jamais on voit qu'il y a vraiment personne qui est d'accord avec nous, on le fait pas. Charlotte, moi je pense qu'il y en a qui vont être ok, tu vois, en même temps 10 km c'est franchement pas énorme. C'est rien, franchement, 1h30 on y est quoi. Moi je peux pas laisser la caisse là quand même, hein. Mais tu vas faire ma clé. Non mais attends, mais si on est à quoi? On est à 10 km, tu dis 10 km demain quand ça reroule, on revient, on reprend la voiture, ça craint pas. Ouais, mais si eux ils veulent bouger les... Enfin, s'ils nous trouvent pas dans les caisses et que... Mais qui eux? Mais je sais pas, les secours ils vont arriver à un moment, ils vont déplacer la caisse comment? Sinon on n'est plus là demain. Je sais pas, j'ai envie de la retrouver défoncée moi. Bah non mais on prend les clés. Mais non mais une fois qu'on donc on ferme la caisse. Bah on ferme la caisse, on va pas la laisser. Charlotte, la caisse elle est ouverte, partie. c'est la caisse de ton père. Mais non mais de toute façon une fois là-bas, on trouve quelqu'un, on revient ici quoi. C'est histoire d'avoir savoir où on va, qu'on va pas rester ici planté toute la nuit, on va se les geler quoi. On rentre dès qu'il y a un souci. On est d'accord avec ça? Bon, on reste sur la route, Yolène. On reste sur la route. Mais là, on continue sur la route, Yolène. Bon, allez, on se trace là parce que là on va crever de froid. Allez, bah moi je pense que j'aurais bientôt plus envie d'y aller. Allez, go, go là. Contre toutes les recommandations, contre toutes les mesures de prudence, les voilà donc partis, à pied, sur la route. Allez, on trace là, putain, faut marcher. T'as fermé la caisse? Ouais, allez. Bon, allez, viens, non, viens. T'es ça un peu? Bon, et pour marcher n'a pas de dynamique. Non seulement on est partis tous les 5, mais en plus, on s'est dit que on allait voir si dans toute cette file de voitures qu'il y avait, qui étaient coincées comme nous depuis des heures, s'il n'y avait pas des gens qui voulaient partir aussi. Et pourquoi vous avez cherché à entraîner d'autres personnes? Parce qu'on s'est dit qu'un groupe c'était mieux quand même pour partir. Enfin... On pensait que le nombre ferait la force, presque. Qu'en partant à plusieurs, il y avait moins de risques de s'égarer, moins de risques. Enfin, que tous les risques étaient minimisés, quoi. Et on a remonté toutes les voitures les unes après les autres. Donc, on est allé frapper aux portes des voitures et on demandait aux gens s'ils voulaient venir avec nous. Tapez au... Excusez-moi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comme on a entendu à la radio que ça bouge pas beaucoup et tout, on a décidé de partir à pied. Est-ce que vous voulez partir avec nous? On forme un groupe et voilà. Partir à pied, mais où? Bah, à 10 bornes, on doit trouver un chemin. Parce que là, le problème... Non, mais en fait, le problème, c'est que là, vous risquez d'y passer la nuit. On a décidé d'y aller à pied, en fait. Ça, à l'arrache. Bon, sinon, on a pris des petites couvertures et un sac, et on suit la route, quoi. Pour être à plusieurs, en fait. Non, mais non. Très raisonnable. Mais si, mais on va essayer de trouver un chemin, on va à 10 bornes, c'est vite fait, tous ensemble. On va pas... La radio, c'est un peu la misère, là. Donc, Ils sont largués, les pros. Bon, allez, bonne route. Parce que là, on n'est pas rendu. Viens. C'est une bonne idée, on va pas laisser les voitures comme ça non plus. Mais si, mais on va pas rester sur place. Non, mais nous, on a éteint, on a tout fait là derrière. Bon, vous venez ou vous venez pas? On a éteint les feux. Bon, ok. Bon, on y va, écoutez, si vous voulez. Si vous réfléchissez, on essaye d'amener du monde. Ça vous amusait de tourner même cette bande en train d'aller taper aux fenêtres? C'était rigolo de filmer ça? Ouais, un peu, ouais. Qu'est-ce qui vous amusait? La réaction des gens, des fois c'était étonnant de prendre les gens comme ça dans leur voiture qui attendent et puis de voir leur réaction. Ça vous amusait de le filmer, de filmer cette séquence par exemple? Ouais. Oui, non, c'était assez marrant. Surtout, on avait tellement attendu dans la voiture et puis là c'était un petit peu la première fois qu'on bougeait, on allait voir d'autres gens. Enfin, c'était un petit peu...
C'était une distraction presque. Dans certaines voitures, en tout cas, ils avaient mieux perçu la situation extérieure que nous. C'est-à-dire qu'ils sentaient plus le danger. Ouais, il y a même eu des gens qui nous ont demandé de ne pas partir, qui ont insisté pour qu'on n'y aille pas, qu'on essayé de nous mettre en garde à nouveau. Bonsoir. Non, mais... On a décidé de finir les 10 petits kilomètres à pied et on aimerait créer un groupe histoire de ne pas se perdre, d'arriver à bon port. Mais vous n'arriverez jamais 10 kilomètres. Vous venez pas avec nous alors? Pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'on se caille trop là, faut bouger, on ne peut pas rester dans la voiture. Non, mais ne faites pas ça, c'est totalement inconscient. Non, ne faites pas ça, vous savez pas les risques que vous prenez. On est retombé sur le docteur Deluz. Et elle, par contre, ouais, elle rigolait pas du tout. Elle dit qu'il fallait pas y aller, qu'on était complètement fous. J'ai réagi plutôt violemment. Pour moi, c'était une idée totalement absurde et dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il faisait un froid extrême et marcher dans le froid, dans la neige, sous une température pareille, c'était prendre un gros risque. C'était quand même mettre sa vie en danger. Vous risquez des engelures, vous risquez une hypothermie, c'est totalement stupide. Faites ce que vous voulez, nous on y va en tout cas. Non, ne faites pas ça, vous restez dans votre voiture, s'il vous plaît. Mais en même temps, à la radio, ils ont dit que ça allait durer toute la nuit. Oui, mais de toute façon, ça sert à rien de partir comme ça dans le froid. Vous restez dans votre voiture. Ne faites pas ça. Arrêtez. Ah, mais moi, elle m'énerve avec son petit côté madame je sais tout là, ça va. Faut pas être méchant, Jonas s'est énervé aussi. Et puis lui, il a dit de toute façon, on y va. J'ai même énervé contre certaines de ces personnes-là, quoi. Parce que je trouvais que ça nous ralentissait, qu'au contraire, ils installaient... qu'on n'avait pas besoin d'énergie comme celle-là. Putain, mais personne bouge, quoi. Non, mais attends, Personne bouge, ça m'énerve. S'il vous plaît, vous rentrez dans votre voiture. Non, je vous assure. C'est totalement stupide de faire ça. Arrêtez, vous faites chier. Je suis tout de suite sortie de ma voiture comme une furie. J'ai tout de suite été les voir et j'ai essayé de parler avec eux. De les dissuader, d'essayer de les convaincre de ne pas partir. J'essayais aussi de convaincre les autres automobilistes qu'ils essayaient d'emmener avec eux, de leur dire de ne pas partir. La seule chose qu'on nous disait de faire, c'était de rester dans sa voiture. Même si c'était long, les secours allaient arriver. Ça ne servait à rien de partir comme ça et c'était extrêmement dangereux. C'est totalement stupide. Arrêtez. Ah, écoutez, c'est bon, mais quoi, on fait chier. C'est bon, on n'est pas non plus des gamins, on ne peut pas rester 200 ans. Vous risquez votre peau. C'est bon, on est habillés. Écoutez, restez dans la voiture. Non, vous ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Restez dans vos voitures. Vous êtes en sécurité dans votre voiture. Vous mais dans votre voiture, on y a tout de suite. Il y a déjà eu une tempête de neige. Il peut y avoir de la neige encore, n'importe quoi. Mais vous vous rendez pas compte que c'est 10 km à pied? Nous, on pense qu'on serait mieux ailleurs, c'est tout, voilà. Faites pas ça, vous vous rendez pas compte. Le chemin, restez dans votre voiture, vous, si vous voulez. Je comprends que vous soyez inquiets, mais on est à 10 bornes. On a pour des heures. C'est bon, on a des gants, on a des après-ski, on a nos blousons. Venez avec nous. Soyez bah oui, venez avec nous. Mais si on est un groupe, il n'y a pas de risque, ça va. Je viendrai pas avec vous. Eh ben, restez là, puis c'est tout, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez? Vous êtes fous. Bah, restez dans votre tas de tôle et voilà, vous allez crever là, c'est tout. Vous voulez partir, très bien, vous partez. Mais vous laissez les gens tranquilles dans la voiture. Mais alors, si vous voulez rester, vous restez, maintenant nous on y va. Alors. Vaut mieux qu'on parte un groupe. Non, mais vous êtes déjà un personne nous force. On est 20 personnes, mais restez là alors. Retournez dans votre bagnole, merde. Enfin, malgré tout, d'autres automobilistes ont décidé de nous suivre. La situation est la même partout en France et avant qu'ils viennent nous chercher, il peut se passer des lustres. Là, vous risquez de réveillonner les jours de l'an dans votre caisse. Donc nous, on a décidé de tracer sur 10 km. Non, mais vous n'allez pas faire toutes les voitures comme ça, il y en a pour des heures. Mais rentrez dans votre voiture au lieu de nous dire de pas y aller. T'as commencé à prendre la tête celle-là. On est une bonne vingtaine. C'est totalement inconscient. Vous savez ce que c'est risquer votre peau? C'est pas un peu de neige. On risque encore plus notre peau en restant dans la voiture. Retournez dans votre voiture, soyez un petit peu malin. Chauffage, il n'y en a plus. On n'a plus rien à graille, on va pas. On n'a plus de batterie. C'est bon, on avance, 10 bornes. Vous faites quoi? Vous allez avec eux? On est à passer 3 heures ici. Personne s'occupe de nous de toute façon. Alors faut bien qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Voilà. Allez, on avance, on y va. C'est totalement infantile. Oui, allez pas, s'il vous plaît. On a quasiment eu une altercation. C'était presque violent. On était tous extrêmement tendus. Et j'ai essayé... J'ai vraiment essayé de les convaincre. Et puis, j'y suis pas arrivée. Ils ont continué à marcher et ils sont partis. On a décidé de partir coûte que coûte et
Et elle a décidé de nous suivre, quoi. Vous faites vraiment chier. C'est bon, ben ne venez pas. C'est vous qui faites chier, c'est dans votre voiture, si vous voulez pas venir, c'est tout. Si vous venez, c'est que vous pensez aussi qu'il faut... Non, je viens parce que je pense que je peux pas faire autrement. Si vous partez, je suis obligée de venir avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de les accompagner? J'étais très inquiète et pour moi, j'ai eu une réaction en fait totalement instinctive. J'avais plus qu'une chose à faire, partir avec eux. Pour moi, si j'y allais pas, c'était un peu comme une non-assistance à personne en danger. J'avais l'impression de ne pas avoir le choix. J'étais terrifiée, mais surtout terrifiée par ce qui risquait de leur arriver. Et puis je pensais qu'en partant avec eux, peut-être que quand même j'allais essayer de les convaincre. Et peut-être je pouvais aider si jamais il se passait quelque chose, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'y aille. Alors on y va, on avance, et vous laissez les gens tranquilles dans la voiture. Plus on est, mieux c'est. Vous venez maintenant, c'est ça? Arrêtez, je viens, et vous laissez les gens. Elle nous a sauvé la vie par la suite et nous a accompagnés pour ça, quoi, pour pas nous laisser... Elle l'a vraiment fait pour nous, quoi. Elle s'est pas souciée... s'est pas souciée d'elle-même. On y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. En milieu de soirée, un événement est venu achever de transformer ce jour terrible en jour où la France s'est arrêtée. Contre toute attente, alors que la capitale est particulièrement protégée contre les ruptures d'alimentation électrique, qu'aucun délestage n'est autorisé dans ce centre de décision économique et politique, pour la première fois depuis 1978, toutes les lumières de Paris se sont éteintes. Le blackout, l'effondrement tant redouté du réseau électrique, était en cours. Ne manquez pas dans un instant la deuxième partie du jour où la France s'est arrêtée. On aurait une avalanche au télégraphe. Ah bah j'attends qu'on me donne des nouvelles de mes enfants et de mon mari, je sais pas où ils sont, je sais pas si on les a retrouvés. Des centaines d'automobilistes bloqués sur les routes depuis maintenant plus de 24 heures sont actuellement ensevelis sous la neige et attendent d'être secourus. Des congères se sont formés autour de leur voiture sous l'effet conjugué du vent et de la tempête de neige. Les routes sont bloquées, on fait une heure Vous êtes là, comment vous avez fait pour être là, vous? Vous avez fait comment pour être là? Nous on est là, on attend depuis des heures. Il y a une dame qui était enceinte, qui a commencé à avoir des contractions. Là, on en a deux qui passeront pas la nuit si on continue à ce train-là. Au central, 2 personnes examinées, très affaiblies, en début d'hypothermie. On avait tous très peur de mourir.